rétro-info de la semaine. Donc, on va revenir sur l'actualité de la semaine ou les événements qui ont marqué l'actualité en Algérie, mais aussi à l'international, la réélection de M. Macron en France et aussi ce qui s'est passé en Algérie, donc le décès de Hakim Debbazi Rabbi Rahmou en prison. On va revenir sur cette affaire, mais aussi l'arrestation de Karim Tabou hier et bien sûr relâché aujourd'hui. Il a été donc libéré après 24 heures. Beaucoup de questions bien sûr sur son arrestation. On va revenir aussi sur cet événement. On aura le plaisir aussi d'accueillir la tante de Hakim Debbazi Rabbi Rahmou, Sadegh Héloïse, qui est avec nous via Skype depuis Paris. Madame Héloïse, Madame Sadegh, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci. Et on aura le plaisir aussi d'avoir avec nous Rachid Nekez, président du MGC, président du mouvement pour la justice et contre la corruption. Il sera avec nous depuis Alger via Skype. On va commencer donc avec le décès de Hakim Debbazi Rabbi Rahmou. Et là, je vais donner la parole à Madame Sadegh, la tante de Hakim Debbazi. Bien sûr, un événement qui a suscité beaucoup d'émotions, beaucoup de colère et beaucoup de questions à poser sur le décès de Hakim Debbazi. Mais l'affaire de Hakim Debbazi Rabbi Rahmou, on est avec la tante donc de Hakim Debbazi est avec nous, Sadegh Héloïse. Sadegh Héloïse, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Je vous laisse la parole juste pour nous éclairer un peu plus sur le décès de votre neveu, Hakim Debbazi. Donc, comme je l'avais dit hier, bonsoir d'abord, bonsoir tout le monde, comme je l'ai dit hier à tous les téléspectateurs et à ceux qui nous écoutent. Les circonstances de la mort restent encore mystérieuses, malheureusement, on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il est rentré, il était en bonne santé, il a été convoqué, ils l'ont retenu, il a été mis en détention provisoire, donc bon, après... procéduralement, la détention provisoire, qu'est-ce qu'elle veut dire? Il y a quand même ce qu'on appelle l'habeas corpus, c'est-à-dire présenter le justiciable devant le juge. Et puis par la suite, il s'est plaint de douleurs dans la poitrine et il s'est plaint qu'il ne respirait pas. Et après, ils ont été annoncés le décès. Donc sur les circonstances du décès de mon neveu, on est dans le vague le plus complet. On ne sait pas. On attend les rapports. C'est un peu lent. On attend les autopsies, on attend les procès-verbaux, on attend les médecins qui l'ont éventuellement vu quand même. Voilà, donc j'en saurai peut-être un peu plus dans les jours à suivre. J'en serai vraiment ravie parce qu'à partir de là, moi, je commencerai à entamer, à mettre en œuvre un véritable dossier d'enquête. Madame Sadegh, vous m'avez dit hier que vous allez ouvrir donc un dossier concernant votre neveu. Qu'est-ce qui en est par rapport donc à cette procédure? Est-ce que vous avez entamé donc cette procédure? Alors je suis tout à fait aux prémices. Moi, ma profession ne permet pas de me lancer que dans du vide ou que dans des on-dit. Il me faut du factuel. Donc pour moi, la première chose qui m'est importante, parce que l'enquête... Excusez-moi, juste pour rappeler, vous êtes avocate, oui. Donc juste pour rappeler nos téléspectateurs. Allez, je vous en prie. Je vous en prie, merci. Donc, pour moi, donc, ma profession m'exige d'être factuelle, de partir, de faire un rappel des faits. Donc, la première chose à faire, la première que je devrais entamer, c'est pourquoi? Quelles sont les raisons de son arrestation? Avant d'arriver aux conséquences malheureuses et dramatiques que mon neveu a subies. Donc, déjà les raisons de son arrestation, est-ce que la procédure, ce qu'on appelle en arabe, ce qu'on pourrait dire l'ijra'at al-jina'iyya, est-ce que toutes les dispositions de la procédure pénale ont été respectées, sachant bien évidemment que l'Algérie quand même elle a ratifié la déclaration des droits de l'homme
et toutes ces dispositions. Donc, est-ce que tout ça a été respecté? Est-ce qu'il a été mis devant? Parce qu'une détention provisoire, c'est lourd. Une détention provisoire, c'est fait quand même pour des grands criminels. Les grands criminels dont on a peur qu'ils s'échappent ou qu'ils partent. Mais mon neveu, il travaillait. Il avait un travail, une famille, sa mère qui était là, ses enfants. Il était bien entouré. Aussi, il y a ce qu'on appelle les alternatives aux poursuites. Il pouvait lui mettre un bracelet. Pourquoi le retenir 2 et quelques mois pour le sortir mort après? Donc voilà, là, il faut d'abord que je commence par ça, mais je ne m'arrêterai pas là, bien évidemment, parce qu'en dehors de ça, il me faut ensuite poursuivre pour engager une responsabilité. Très bien, restez avec nous, Madame Sadegh. On a été rejoint par Rachid Nekez, président du MGC, qui est avec nous depuis Alger via Skype. C'est Rachid, bonsoir. مرحبا بك, merci d'avoir accepté l'invitation. السلام عليكم الزلف الاول سي ناصر الجودي وشكرا على الاستضافه. Alaykoum salam wa rahmatullah. Rachid Nekez, si on revient un peu donc sur les événements qui ont marqué l'actualité de notre pays cette semaine, on revient bien sûr sur le décès de Hakim Debbazi Rabbi Yarhamou. La tante de Hakim Rabbi Yarhamou est avec nous, Rachid Nekez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui se passe en Algérie en termes de répression, en termes d'abus des droits de l'homme? On apprenait hier aussi l'arrestation de Karim Tabou qui a été libéré aujourd'hui. Rachid Nekez. Oui, tout d'abord, je tiens à présenter toutes mes sincères condoléances à la famille de Houna Hakim Debbazi, et je partage donc la souffrance et la douleur de toute la famille, ainsi que la douleur de toutes celles et ceux qui souffrent de cette répression qui est aujourd'hui monnaie courante en Algérie et qui ne semble pas connaître de dénouement heureux. Alors, il faut savoir que j'ai pris pour habitude depuis 2019 de systématiquement déposer une plainte contre les autorités concernées dès qu'il y a violation de la loi, violation des respects individuels ou collectifs en Algérie. À ce jour, nous en sommes à 36 plaintes déposées par 3 avocats courageux, Maître Yassine Khalifi, Maître Tarek Maktoum et Maître Abdelkader Chohra, au sujet de l'affaire de Houna Hakim Debbazi Rabbi Yarhamou. Nous avons pris la responsabilité au nom de l'association MJC, Mouvement pour la jeunesse et contre la corruption, qui est basée en Espagne, de porter plainte avec constitution de partie civile contre le directeur de la prison d'Orléans, contre le directeur général des prisons algériennes, contre le juge d'instruction qui l'a incarcéré de façon illégitime, contre le ministre de la Justice et surtout contre l'État algérien en réclamant 1 milliard d'euros à l'État algérien, c'est-à-dire 20,000 milliards centimes. Car on ne peut pas accepter qu'un citoyen algérien, qu'un être humain puisse entrer dans une prison sous mandat de dépôt à cause de publications sur Facebook et en ressortir mort. Il faut mettre fin à la banalisation de la dévalorisation de l'être humain en Algérie. Et c'est pourquoi nous considérons que la valeur de Houna Hakim Debbazi, elle est de 1 milliard d'euros et l'État algérien devra la payer. S'il ne le fait pas en Algérie, nous porterons plainte après avoir épuisé toutes les voies de recours en Algérie auprès du tribunal fédéral à Madrid, car l'association MJC est une association reconnue nationalement en Espagne. Donc cette plainte va être déposée le 4 mai à 10 h au tribunal de Saïd Hamdine, donc à Bil Morad Raïs, et nous lançons un appel à tous les avocats courageux de ce pays pour se joindre à cette plainte collective. En même temps, nous allons organiser tous les samedis, et ça va commencer le samedi 14 mai de 14 h à 17 h, un rassemblement légal devant la prison d'Orléans, devant la prison de Chlef et devant le consulat général d'Algérie à Paris, afin de demander la libération de tous les détenus d'opinion et une enquête. Car s'il n'y a pas d'enquête, nous n'aboutirons à rien. Et en cela, je tiens à demander à toutes les actions des droits de l'homme en Algérie, comme Amnesty International, comme la Ligue algérienne des droits de l'homme, comme l'ensemble des partis d'opposition, à se joindre à cette plainte collective, car ça ne sert à rien
de publier des communiqués sur les sites internet en demandant une enquête à l'État qui est lui-même responsable, alors qu'ils savent très bien que la seule manière d'obtenir des enquêtes, c'est de déposer une plainte avec constitution. Mais aussi de l'autre côté, Rachid Nekez, vos critiques vous diront aussi que ça ne sert à rien de déposer des plaintes en Algérie parce que ça n'aboutira à rien. Et quand vous dites, vous critiquez les gens qui font donc les commentaires sur les réseaux sociaux par rapport à cette affaire, mais aussi, on sait très bien qu'en Algérie, la justice est sous les ordres, qu'elle fonctionne sous les ordres, et qu'aucune plainte n'a abouti à démontrer la vérité sur les abus qui se passent en Algérie. Alors, Julian Assange Dodi, ceux qui font ce type de commentaires n'ont aucune culture juridique. Tous les spécialistes savent que les conventions internationales disent la chose suivante. On n'a pas le droit de déposer plainte à l'étranger tant qu'on n'a pas, d'une part, déposé plainte en Algérie et d'autre part, épuisé toutes les voies de recours en Algérie. Et c'est à ces deux conditions seulement qu'on a le droit ensuite de porter plainte auprès de la Cour des droits de l'homme des Nations Unies, le tribunal de La Haye, la Cour africaine des droits de l'homme ou le tribunal fédéral de Madrid. Donc on est obligé d'abord de porter plainte en Algérie avant d'avoir le droit de porter plainte à l'étranger. Donc ça ne sert pas à rien, c'est la procédure internationale. Mais malheureusement en Algérie, personne ne porte plainte et c'est la raison pour laquelle le pouvoir continue sa politique d'arbitraire, à violer les libertés publiques, à violer les libertés individuelles et surtout à ne pas faire d'enquête lorsqu'un individu, en l'occurrence un homme, un être humain, meurt dans une prison algérienne sous la protection de l'État algérien. Donc il faut d'abord pointer du doigt la responsabilité au travers d'une plainte et ensuite on aura le droit, d'ici 6 mois ou 1 an, de saisir les juridictions internationales. Maintenant, concernant l'affaire de Khona Karim Tabou. On va revenir sur l'affaire de Karim Tabou. Je vais juste donner la parole. À quoi ça sert de déposer plainte dans un tribunal où, quand vous sortez, il va les mettre dans la poubelle ou il va les classer? Il dit bien qu'il a déposé 36 plaintes. À quoi ça sert? J'ai beaucoup de respect pour mes concitoyens, mais il faut d'abord écouter ce que j'ai dit. Sid Jabbar, c'est la règle internationale. Il faut d'abord porter plainte dans les tribunaux de cette dictature avant d'avoir le droit de porter plainte à l'étranger. Donc il faut un peu écouter, s'il vous plaît. Vous savez, la pédagogie, elle passe par l'écoute. Donc oui, c'est une dictature. Et j'ai écrit 2 livres contre cette dictature. Mais on ne pourra pas saisir les tribunaux à l'ONU, à La Haye, en Espagne ou au Canada si on n'a pas d'abord porté plainte en Algérie et ensuite épuisé toutes les voies en Algérie. Et après, et dans 6 mois, Inch'Allah, vous allez voir que les 36 plaintes que j'ai déposées, je vais enfin pouvoir les traduire et les présenter devant des tribunaux internationaux. Restez avec nous, Rachid Nekez. Restez avec nous. Je donnerai la parole donc à Maître, la tante de Hakim Debbazi. Maître, je vous laisse la parole. Vous avez entendu donc ce qu'a dit Rachid Nekez, Adel Djebbar. Qu'est-ce que vous en pensez donc en tant que femme spécialiste donc de juridique? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faut mettre la pression, déposer plainte ou ça ne sert à rien? En Algérie, c'est un régime qui est dictatorial, c'est un régime... on a vu ce qui s'est passé avec l'assassinat de Boudiaf, on ne saura jamais la vérité avec tous les assassinats politiques. Pourquoi ça va changer aujourd'hui? Alors, donc, merci encore de me donner la parole. Donc, moi, je suis d'accord avec Monsieur Nekaz. Nous ne pouvons pas, ça s'appelle, on est dans le cadre de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'il y a des procédures qui doivent être respectées. Sinon, toutes les plaintes qu'on va déposer à l'étranger ne serviront strictement à rien. Donc, moralement, je donnerai raison à notre ami Adel Djebbar. Voilà, Adel Djebbar. Donc, moralement, je lui donnerai raison, bien évidemment, ça ne sert à rien, ça va faire plouf, les tribunaux sont sous une dictature, tout ça on le sait. Mais M. Rachid Nekaz a entièrement raison, on ne peut pas, procéduralement parlant, porter plainte à l'étranger, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc pour moi, je dois, pour mon neveu, et puis même pour les autres, quand je dis mon neveu, bien évidemment, ça sous-tend pour d'autres jeunes qui sont incarcérés de manière tout à fait arbitraire. Mais
encore une fois, on est obligé de d'abord déposer plainte au niveau des tribunaux algériens. Ça fait mal au cœur de le dire, mais c'est ça. Si on veut vraiment être écouté, ça prendra le temps que ça prendra. C'est pas le temps qui va nous dire. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de déposer plainte. C'est la raison pour laquelle on n'a pas beaucoup avancé dans ce genre de situation. Donc il faut les protéger, il faut leur dire qu'il faut qu'on aille, parce que même moi, si je veux un jour aller avec les associations pour plaider la cause de tous ces jeunes, de mon neveu aussi en premier, j'ai besoin d'autorisation, j'ai besoin de signer moi des formulaires pour pouvoir aller les représenter. Et cette hiérarchie des normes exige que nous devons d'abord porter plainte au niveau national. Ouais. Très bien. Rachid Nekaz, vous voulez donc, je pense, réagir par rapport à l'arrestation aussi de Karim Tabou hier. Ce régime qui ne recule devant rien. On est en train de voir ces pratiques quotidiennement. Le peuple algérien est soumis à une pression et à des arrestations à tout moment. Rachid Nekaz. Tout d'abord, je tiens à remercier cher maître, pour votre pédagogie juridique à l'endroit de l'opinion publique algérienne qui est vraiment très très importante. Au sujet de Khouna Karim Tabou, vous savez qu'on a un point commun avec Khouna Karim Tabou, Al-Marhoum Hakim Dabbazi, avec Khaled Rami ou Arb Chakra ou Samir Belarbi, c'est que nous avons tous été incarcérés à la prison d'Orléans, donc nous savons comment fonctionne la prison d'Orléans. Moi-même, j'ai été privé de médicaments pendant 52 jours pour soigner un début de cancer de la prostate dans la prison d'Orléans, et nous avons déposé plainte. Une plainte contre le directeur de la prison d'Orléans et 5 plaintes contre l'ancien ministre de la Justice, le dénommé Belkacem Zermati. Donc malheureusement, je crois que Khouna Karim Tabou a été instrumentalisé par le pouvoir machiavélique algérien, qui savait très bien qu'en arrêtant Karim Tabou, ça allait étouffer, en tout cas, on allait moins parler de la mort de Hakim Dabbazi dans la prison d'Orléans. Mais regardez ce qui s'est passé. Le monde entier a parlé de l'arrestation de Karim Tabou. C'est très bien. C'est très bien. Aucun journal algérien n'a mentionné l'arrestation de Karim Tabou, alors que presque toute la presse internationale en avait parlé. Oui, mais je vais vous dire ce qui s'est passé. Ça a commencé par une dépêche de l'AFP. Vous savez que l'AFP peut ou bien faire en sorte que son communiqué sorte au niveau national français ou bien au niveau international. Donc l'AFP a tout fait pour que cette information sorte au niveau international. Donc je suis très content pour Karim Tabou. Mais l'AFP n'a pas fait la même chose pour le décès de Hakim Dabbazi. Donc on voit bien que les autorités algériennes sont complices avec l'AFP, donc qui dépend de l'État français, pour amplifier l'arrestation de Karim Tabou, Yater Saha, mais pour complètement, j'aimerais dire, éviter de parler du drame national de la mort de Hakim Dabbazi dans une prison algérienne sous la protection de l'État algérien. Elle est là, la gravité. C'était pour enlever l'intensité dramatique du décès dans une prison algérienne de Hakim Dabbazi. Vous savez la différence qu'il y a entre Hakim Dabbazi avec Mohamed Tamet et Kamel Din Fakhar, c'est que les 2 autres décès qui ont eu lieu en prison, c'était suite à des grèves de la faim. C'est la raison pour laquelle la mobilisation de l'opinion publique a été extrêmement faible. Mais cette fois-ci, Hakim Dabbazi n'a pas fait la grève de la faim à l'Aïrbo. Il était malade sous la responsabilité de l'État algérien et on l'a laissé mourir. Donc c'est un homicide involontaire et non assistance à personne en danger. Et l'État algérien doit payer, même si ça doit mettre 20 ans. Très bien. C'est la raison pour laquelle j'aurais souhaité, si Maître est d'accord, que vous vous joigniez à cette plainte collective pour l'honneur, la dignité de Hakim Dabbazi. Mais Rachid Nekaz, avant de donner la parole à Adel Djebbal, est-ce que vous pensez, en agissant de cette façon, donc déposer plainte, n'est pas un acte de légitimation, si on peut dire? C'est légitimer cette justice qui est en train d'abuser les droits des citoyens algériens et qui est devenue l'outil de ce régime. Rachid Nekaz. Vous savez, quand l'État algérien fait voter l'article 87 bis
pour incarcérer toute personne soupçonnée d'avoir des idées terroristes au motif qu'elle appartiendrait à des organisations que l'État algérien a définies. Rachid Nekez? Oh, on a un petit souci avec la connexion avec Rachid Nekez. Terroristes comme Rachad ou Mak. Que fait l'État algérien? L'État algérien utilise l'arsenal juridique. Oui, je disais, l'État algérien. Est-ce que vous m'entendez? On a eu un petit souci. Là, on vous entend très bien. Allez-y. Très rapidement, je dois donner la parole à Adel Jabbar. Allez-y, finissez votre argument, Rachid Nekez. Quand l'État utilise l'article 87 bis pour incarcérer des citoyens innocents au motif que ces citoyens auraient des idées ou une appartenance à un groupe que l'État algérien a considéré comme terroriste, comme Rachad ou le MAC, l'État algérien utilise la loi pour priver les citoyens de liberté. Donc nous, en tant que citoyens ou associations, nous devons aussi utiliser la loi pour porter plainte contre ce même État algérien parce que lui-même a violé la loi algérienne ou violé les libertés individuelles ou violé les libertés collectives. Donc moi, je ne suis pas dans un discours populiste, je suis dans un discours d'efficacité pour pointer du doigt les responsabilités des institutions algériennes ou de l'État algérien et ensuite les poursuivre en justice à l'étranger. Mais si on n'a pas la démarche de porter plainte en Algérie, on va passer notre temps à faire des beaux commentaires, des beaux discours, mais rien. Mais avant d'arriver donc, Maître Sadegh et Héloïse, la situation, bien sûr, elle est difficile en Algérie. On parle de plus de 300 détenus politiques. Et le problème qui se pose maintenant est de dire comment arrêter ce qui se passe en Algérie et ne pas arriver à notre Hakim Dbazi, Rabbi Rahmou, yani, à une autre personne qui peut perdre aussi sa vie en prison. Bah, écoutez, honnêtement, on ne peut pas non plus passer outre les procédures qui existent déjà. Moi, je comprends très bien mon frère, Monsieur Djebbar, qui nous dit que de toute façon, on ne peut pas, parce que les tribunaux, on va les saisir. Mais moi, si je veux porter à l'international une plainte pour bien évidemment mon neveu, ou bien pour tous les autres, et pour soi-disant prisonniers politiques. Vous pensez d'un prisonnier politique, on n'a peut-être pas la même définition dans les pays civilisés qu'en Algérie, mais on n'a pas envie de voir ces instances internationales nous dire que rejeter notre demande pour irrecevabilité. Il y a un système juridique pour chaque pays. C'est clair qu'on peut faire un coup d'État, on peut tout faire, on peut tout recommencer, on peut c'est pas. Mais aujourd'hui, il y a des dispositions pénales, il y a une hiérarchie des normes, il faut la respecter. Même si on sait que même, il a raison, Monsieur Djebbar, même si on va déposer 5 millions, allez, 5 millions de plaintes. Et après, elles n'aboutissent pas. Au moins, on va dire, voilà, on a un nombre au niveau des instances, on a un nombre qui pourrait éventuellement éviter une irrecevabilité. Vous savez, le travail en amont qu'il y a à faire pour déposer un dossier pénal, qu'il soit national ou international, c'est un énorme travail. Pour arriver devant les juges, devant tous ces magistrats, pour nous dire « Ah ben non, vous n'avez pas saisi les tribunaux du pays national de ces prisonniers, désolé, irrecevabilité. » Non. Donc, on prend malheureusement sur nous, on sait que ça ne va pas aboutir, mais moi, je suis une femme de droit, je ne peux pas passer outre, je ne peux pas accuser les gens de violer des lois, et moi, je vais violer toute une procédure. Maintenant, s'il faut refaire tout l'État algérien, ça fait des années qu'on pleure. Moi, j'ai fait mes études dans les années 80, donc je sais qu'on était aussi parmi tous ces étudiants qui voulions changer le monde. Ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on essaye de changer le monde. Donc, c'est très compliqué. Maintenant, ils veulent nous mettre des lois dans la face. Et bien, nous aussi, on va leur mettre des lois dans la face. Et c'est que comme ça. C'est pas par la violence qu'on va gagner. C'est comme ça qu'on va gagner. Et c'est ce qui a été répété pendant presque 3 ans par le Hirak, par son pacifisme, Madame Maître Sadegh. Rachid Nekez. Le problème aussi en Algérie, Rachid Nekez, c'est
ce régime, ce pouvoir qui ne veut pas donc écouter les Algériens, qui ne veut pas qu'il y ait un changement radical de la situation, de système, pardon, et qui est en train de mener le pays vers des moments incertains et qui risque même de nuire à l'unité de notre pays, à l'existence même de la nation algérienne. D'abord, je vais répondre à Abdel Jabbar. Vous voulez des noms? J'étais le seul en Algérie à porter plainte contre l'homme le plus puissant d'Algérie, le général Ahmed Gaïd Salah. C'était le 4 décembre 2019, le jour où j'ai atterri à l'aéroport de Alger. Personne n'a osé s'attaquer à ce personnage. Donc j'ai attaqué l'armée au travers de ce personnage qui a violé l'article 55 de la Constitution, qui garantit à tous les citoyens algériens la libre circulation à l'intérieur du territoire national. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme alternative? Vous savez, moi, je peux faire des discours populistes, Cherbaoui, c'est tous des salopards, c'est tous des voyous, c'est tous des criminels. Et après, qu'est-ce qui se passe quand on a dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne se passe rien. Ça, comme dirait ma maman, ça s'appelle al-hadrat al-litser. Quand on est loin d'Alger, on peut parler comme ça ne coûte rien du tout. Voilà, on critique, on fait des lives, on fait des commentaires. Mais les 45 millions d'Algériens qui sont sur place et qui sont opprimés par un arsenal juridique qui est extrêmement étouffant. 10 000 personnes ont été en prison en Algérie. Qui les a sortis de prison? Personne ne les a sortis de prison. Ce n'est pas les gens avec les discours populistes sur Internet, sur YouTube, qui peuvent sortir les gens de prison. Il y a encore 270 personnes en prison aujourd'hui. Vous croyez que c'est en disant les généraux à la poubelle, vous croyez que c'est en disant c'est des mafieux ou là c'est des bandillats, non. Vous savez pourquoi? Parce que le pouvoir, il maîtrise tout. Il maîtrise l'arsenal juridique, il maîtrise la diplomatie, il maîtrise les finances, il maîtrise les médias, il maîtrise tout. Donc, si on n'a pas une stratégie politique efficace, on n'arrivera à rien. Ça fait 60 ans qu'on n'arrive à rien, et moi, je peux vous garantir. Mais de l'autre côté, Rachid Nekez, Maître Sadegh Eloïse, le Hirak, bien sûr, quand il a commencé, il y a ce soulèvement populaire, c'était pour changer l'Algérie, c'était pour changer le système. Comment vous voyez les choses, très rapidement, donc 3 ans après? Eh bien, écoutez, moi je vois que les interlocuteurs, donc M. Nekez et M. Djebari, qui ont une énergie débordante, et je souhaite du fond du cœur que cette énergie puisse être mise en commun pour pouvoir sortir le peuple algérien de son marasme. Maintenant, moi, comme je vous l'ai dit, moi je ne peux pas, je suis aussi une citoyenne, je ne suis pas une politicienne. Moi, j'ai été blessée dans ma chair parce que mon neveu fait partie de cette jeunesse, enfin, jeunesse entre guillemets, mon neveu, pour moi, il est toujours jeune. Sauf que moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a eu 3 ans, le Hirak, il a commencé en février 2019, et tous ces jeunes ils ont voulu faire une chose, c'était de renverser, ok? Est-ce qu'on a réussi? Non. Alors moi, aujourd'hui, je dis, puisque cette révolution n'a pas abouti, eh bien, on pourra leur enlever ce pouvoir despote par un autre moyen. Et pour moi, je penche sur le moyen de la justice, sur le moyen du droit, comme son nom l'indique, et dans son sens le plus étymologique. Très bien. Rachid Nekez. Je partage totalement l'analyse de Maître Eloïse, je crois que le plus important aujourd'hui, si on veut mettre fin à cette dictature, c'est par la mise en place d'un état de droit démocratique, mais dans le cadre d'une négociation. Le FLN a négocié avec la France qui a massacré 1,5 million de martyrs, et nous aujourd'hui on refuse de négocier avec qui, Rachid Nekez? Négocier avec qui? Le peuple algérien c'est pas les solutions qui manquent, Rachid Nekez. Négocier avec qui? Il faut négocier avec le président d'exercice et Saïd Chengriha. Mais est-ce que M. Tebboune a les pouvoirs de négocier, Rachid Nekez? C'est ça le problème en Algérie, c'est qu'on ne sait pas qui tire les ficelles, qui a le vrai pouvoir. Négocier avec qui? Avec les services de sécurité, avec l'armée, avec le président? Regarde Nasser Djodi, tout le monde sait que c'est l'armée qui a le pouvoir en Algérie. Nous avons un pouvoir civil, c'est
Abdelmajid Tebboune, et nous avons le réel pouvoir militaire qui est Saïd Chengerha. Donc il faut négocier les deux, une sortie de crise comme le FLN a négocié avec la France coloniale le 18 mars 62. La France a tué 1,5 million d'Algériens. Elle a massacré des femmes, elle a violé des enfants. Et pourtant, on a négocié avec elle. Donc, je trouve incroyable que des Algériens aujourd'hui disent on ne va pas négocier avec Al-Bandiya. On a négocié avec des criminels, des barbares, et vous ne voulez pas négocier avec des voleurs. Moi, je veux négocier avec des voleurs. Que justice soit faite, que ce soit fait par... Le concept peut être très long, mais que ce soit fait de manière chirurgicale. Qu'on ne rentre pas dans une bataille, que cet État algérien est un État despote, de criminel, de bandit, on peut le qualifier de tous les noms. Aujourd'hui, on ne peut rien faire. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est d'avancer petit à petit, c'est de déposer plainte, c'est de le dénoncer. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse de voir cette image dont les enfants embrassent leur père. Et je dédie ça à la mémoire de mon neveu. Et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Et justice soit faite. Et que tous les jeunes Algériens, pour ce soi-disant, qui soient emprisonnés arbitrairement pour des fins politiques, soient libérés. Merci. Merci beaucoup. Barakallahu fik.